à la version longue. Cette semaine, je reçois Mme Sylvie Boyer, qui est nouvellement directrice générale de l'organisme Vent d'Espoir, mais c'est un organisme qu'elle a fondé, qui était la présidente du CA depuis 2014. Vent d'Espoir sont basés à Saint-Rémy. Ça va être, en fait, c'est l'idée de vouloir construire une maison pour accueillir les traumatisés crâniens et d'autres handicaps aussi, et d'en faire une maison, en fait, de logement social, premièrement, mais aussi avec des installations, des trucs pour la réadaptation, pour les garder stimulés de diverses façons. Et bien, le projet a débuté en 2014. On va en parler vers la fin de l'émission. Et ils espèrent en 2024, au printemps, à faire les premières pelletées de terre. On leur souhaite, on espère que ça va se concrétiser. Mais ils sont bien avancés dans le financement. Ça semble bien aller. Mais bon, la première partie de l'émission, c'est vraiment sur son histoire. Elle a 2 enfants qui ont eu 2 accidents d'auto. C'est vraiment un témoignage touchant. Je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle autant, mais je trouve que c'est très important d'écouter son histoire et j'espère que vous allez apprécier comme moi. Madame Boyer, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Donc, avant de rentrer dans le Vent d'Espoir, la maison, tout ce travail-là des 10 dernières années. Oui, bientôt. Je pense qu'il va falloir commencer inévitablement par votre histoire, en fait. Qu'est-ce qui a fait que ce projet-là a germé, en fait? Donc, c'est que vous avez eu 2 enfants qui ont eu un accident. Comment ça s'est passé? En fait, on est le 31 octobre aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ça a fait 23 ans, le 25 octobre. OK. L'accident de ma plus jeune qui a déclenché là, cette grosse réflexion-là. Au retour de l'école, le 25 octobre, il faisait beaucoup plus chaud en 2000 que maintenant. Ouais. C'est ça, elle est descendue de l'autobus, pas à la maison, là, chez la petite voisine en face. C'était la première fois que ça arrivait. Et quand elle a mis le pied par terre, elle a pensé « J'ai pas pris ma collation, j'ai pas fait mes devoirs, maman sera pas contente. Je vais aller faire ça, puis je vais revenir jouer avec Sarah après. » Et en traversant, elle a été frappée par l'auto qui arrivait en sens inverse. C'est vraiment un accident bête, là. Ouais. Donc, le diagnostic, c'était un traumatisme crânien sévère, 30 jours dans le coma, 4 mois sans dire un mot, 1 an, son côté gauche, le côté droit de son corps complètement paralysé. On a fait de la réadaptation, elle avait 9 ans, on a fait de la réadaptation intensive au Centre Montérégie de réadaptation jusqu'à temps qu'elle ait 18 ans. Okay. Puis on a continué par la suite à la maison, là, puis ça fait 23 ans. L'an dernier, dans le cadre du projet Vent d'Espoir, on a embauché une neuropsychologue au privé. On a fait évaluer pour connaître les besoins de tous nos traumatisés crâniens. Et ça, je fais ça à peu près aux 5-6 ans, depuis 23 ans. Et le résultat a été qu'Angélique a encore fait des progrès pendant les dernières années. Okay. Et ne serait-ce que c'est vraiment ces séquelles, ces blessures qui sont encore là. Tout le reste, elle est revenue là, comme une fille normale de 32 ans. Okay. Je suis vraiment contente de ça. Puis... Mais peut-être revenir à ce moment-là, tu sais, comme justement, qu'est-ce que ça a créé dans la famille, l'espèce de... Tu sais, ce moment-là de... J'imagine comme une espèce de perte de contrôle ou je sais pas. Là. Ben écoute, c'est comme si on était en train d'écrire un livre. Ça faisait 17 ans qu'on était mariés, moi puis mon mari. On avait 4 enfants. Alexis, Colombe, Benjamin, Angélique. L'aîné avait 16 ans, 14 ans, 11 ans et Angélique, 9 ans. On était une famille sans problème. On gérait notre entreprise. On avait une vie épanouie. Là. Je regarde des photos aujourd'hui, puis je suis pas capable. Il est tellement arrivé de choses, je suis pas capable de me remettre dans cette... Oui, c'est comme si c'était c'est vraiment, détaché. Oui, c'est ça. Fait que cette journée-là, on ferme le livre complètement. Ouais. Puis là, il y en a un autre qui s'ouvre. Puis tu sais vraiment pas de quelle façon tu vas l'écrire. Non, c'est ça. Puis mais comment qu'on patauge là-dedans, tu sais, de dire, bon, ben là, le coma, tu sais, chaque étape, c'est comme... Ça a été vraiment difficile parce que il n'y en avait jamais un qui s'était cassé un petit doigt. On n'avait jamais été à l'hôpital.
Là, tu t'en vas à l'urgence et puis elle passe dans le scan rapidement. Je la suivais. Moi, j'étais en état de choc. J'en parle rarement, mais cette journée-là, quand Angélique s'est faite frapper, moi, j'étais au 2e étage de la maison. J'étais en train de faire le changement de vêtements été, automne, hiver avec Benjamin. Je l'ai entendu se faire frapper. J'ai entendu l'auto freiner, j'ai entendu l'impact. Ouais. J'étais certaine que c'était le chien de la voisine. Elle avait un gros chien, puis il se promenait tout le temps. J'étais certaine que c'était le chien de la voisine, c'est ça. Mais ça a pris quelques secondes et justement, cette voisine-là s'est mise à crier. « Sylvie, Sylvie, viens vite, c'est Angélique, c'est Angélique. » J'ai subi un syndrome de stress post-traumatique cette journée-là. Je vis encore avec ça aujourd'hui. J'ai jamais pu m'en remettre parce qu'il est arrivé tellement d'événements. Chaque fois que je commençais à remonter la pente, il est arrivé mon mari. Après ça, il est arrivé Benjamin. Fait que j'ai pris... je prends encore des médicaments pour ça. Là. C'est vraiment... Puis je le dis maintenant, dans tous ces événements difficiles-là, le plus difficile, c'était de reprendre le contrôle de moi. Quand ça va pas bien dans ta tête, ton cerveau, il répond plus. Tu sais, j'avais l'impression que tout était mou dans ma tête. J'étais pas capable de me concentrer. J'avais pas le contrôle de mes émotions. Et là, Angélique est dans le coma. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Tu veux qu'elle se réveille, elle se réveille pas. Quand c'est la visite de l'équipe, au changement de chiffre, tout le monde a un visage de plâtre, pas de sourire. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est Astor. C'est très, très, très lourd. Et j'étais plus capable de conduire. J'ai été incapable de conduire pendant 5 mois, tellement que j'ai été traumatisée. C'est moi qui l'ai réanimé près de la route. Et c'est ça, j'ai vécu 5 mois à l'hôpital. Il y avait quelqu'un qui venait me chercher une fois le vendredi soir pour que j'aille le samedi à la maison, puis je retournais. Je dormais à l'hôtellerie Cachou, à Sainte-Justine, puis après ça, à Marie-Enfant. Donc, c'était un bouleversement là, de notre dynamique familiale. On vit tout bout par bout. Oui, c'est ça. Puis ce qui est dur, c'est que là, bon, il y a cet enfant-là qui a besoin d'être encadré de ça, mais il reste 3, tu sais. Oui. De se sentir déchiré. Mon mari, mon travail, il tombait toute seule pour s'occuper de la ferme. J'étais plus là pour les 3 autres. Cette année-là, c'est arrivé le 25 octobre. Elle n'a pas pu revenir à la maison pour Noël. On n'a pas pu fêter Noël. Ils sont venus me rejoindre à l'hôpital avec quelques membres de la famille. On avait fait venir du Saint-Hubert, mais Angélique n'avait pas pu, était vraiment alitée, pas capable de se lever, pas vraiment là pour participer. Donc, nous, le Noël 2000, on l'a fêté en mars 2001, pendant la semaine de relâche. On a tout fait un sapin, acheté des cadeaux... Pendant la semaine de relâche, là, je l'ai ramené une semaine à la maison. Et c'est ça. Puis ça a continué, là, la réadaptation. C'est un autre... Oui, c'est ça. C'est vraiment intense. Mais justement, c'est ça. Parce que, tu sais, quand on a... Ça, c'est un traumatisme à ce point-là, j'imagine, il faut y aller vraiment les petites victoires, les petites choses, mais ça doit être c'est comme quasiment un très long marathon. Oui, c'était très difficile parce que... puis les médecins, là, ils font comme ça à chaque famille. Ça arriverait à quelqu'un de ta famille demain matin. Ce ne sera pas positif. Là. Ils ne te diront pas ça va bien aller. Là. Non. Ils vont mettre ça au pire. Puis ils font ça avec tout le monde. Puis aujourd'hui, je comprends. Tu ne veux pas créer de faux espoirs, mais en même temps, des fois, c'est trop. Oui, c'est ça. Quand il reste juste l'espoir, c'est ça. On peut-tu la garder? Oui, je comprends. Angélique, après 6 mois, le diagnostic, c'était elle ne pourra plus parler. Il avait fait un tableau de communication. Elle ne pourra plus marcher et elle avait des problèmes de déglutition. Elle ne pourra plus avaler. C'était quelque chose, là. C'était très lourd. Mais aujourd'hui, c'est pas ça du tout, là. Puis tant mieux. Tant mieux, c'est ça. Fait que là, on rentre dans les réadaptations. Ça se passe comment, en fait? Parce que là, elle devait, c'est ça, quasiment tout réapprendre. Là. Est-ce que la marche aussi? C'est ça. Donc, tout réapprendre. OK. C'est de prendre tu sais, quand on a, je sais pas si tu as des enfants, mais non, mais j'ai des neveux très jeunes. Des neveux, quand ils naissent, il faut tout leur apprendre. Et
ça va à une vitesse folle. Des fois, quand on est parent, on trouve ça long, là, mais ça va à une vitesse folle. Quand ça arrive comme ça, Angélique, qui avait 9 ans, c'est je suis retombée avec un bébé naissant de 9 ans, mais qu'on savait très bien qu'elle n'aurait pas toutes les capacités, qu'elle ne pourrait pas toutes récupérer. Mais il faut tout réapprendre. Tout au complet. Dans la semaine de relâche, j'avais décidé de l'emmener une semaine à la maison. C'était pour réapprendre l'entraînement à la propreté parce qu'elle était à la couche. Ça a pris 2 jours. On a réussi parce qu'elle avait quand même toute sa tête. Et elle disait, parce qu'elle avait recommencé à faire des signes, tout ça, puis je veux pas aller à la toilette avec un étranger. Ouais, c'est ça. Elle était trop timide. Ouais, c'est ça. Je veux y aller juste avec toi. Ça fait que j'avais dit, je vais la ramener à la maison, dans notre environnement. Puis, tu sais, c'était une chose. Puis, le premier mot qu'elle a dit. Ah ouais. Ah, mon Dieu, je vais m'en rappeler jusque sur mon lit de mort. Ça faisait 4 mois et demi. Elle n'avait pas ouvert la bouche. J'avais établi un code de communication avec elle. Elle me comprenait très bien parce qu'elle était prise dans son corps. Okay. Elle a paralysé de la racine des cheveux au bout des orteils. Et pour qu'on se comprenne, je posais des questions. Je posais toujours des questions. Si c'est oui, tu fermes les yeux. Si c'est non, tu tournes la tête. Elle a compris ça rapidement. Donc, c'était comme ça qu'on communiquait. Et 9 ans, elle était en pleine croissance. Quand elle s'est réveillée du coma, ses bras étaient figée vraiment comme ça, là. Okay. On pouvait la lever par ses mains, mais ses bras ne dépliaient pas. C'était vraiment raide. Ses pieds étaient tombants, ses jambes ne pliaient pas. Fait qu'on a, à tous les 3 mois, étant donné qu'elle est en pleine croissance, il fallait refaire des orthèses pour ses bras, pour ses pieds. Fait que là, pour rendre ça un peu plus de son âge, on lui faisait choisir les couleurs. Quelle couleur tu veux tes orthèses et tout. Puis après, il y avait les courroies pour les attacher. Et c'est ça, après 4 mois et demi, je suis dans sa chambre, les orthèses sont prêtes et là, il faut choisir la couleur des courroies. Et là, j'ai 2 couleurs, j'ai rose et j'ai mauve. Puis là, je lui demande, Angélique, quelle couleur tu veux tes courroies? Rose ou mauve? Regarde-les. Puis là, elle est là, puis ça fait 4 fois que je lui demande, je dis, c'est bien bizarre ce matin, elle me fait pas signe. Hein? Puis là, tu sais, elle essaye d'esquisser un sourire. Puis là, j'y repose la question encore 4-5 fois. Angélique, rose ou mauve? Et là, elle me dit, rose. C'était son premier mot. 4 mois et demi, il avait dit qu'elle ne reparlerait plus. Et après, là, ça l'a débloqué en l'espace de 48 heures. Le lendemain, c'était sa sœur qui allait passer la journée avec elle et je l'appelais aux heures. Comment ça va? Comment ça va? Puis là, à 10h30, le samedi matin, elle me dit, maman, elle dit n'importe quoi. Comment ça, elle dit n'importe quoi? Moi, dans ma tête, ça n'a pas de sens. Elle dit, non, elle nous parle, elle dit n'importe quoi. Là. C'était lent, là, mais elle a recommencé, elle a retrouvé l'usage de la parole. C'est ça. Oui, d'ailleurs. C'est fou, le cerveau, parce que c'est ça, j'imagine. Je ne suis pas un expert, mais c'est fou, les connexions comme ça va être dur de prédire. En tout cas, j'imagine. Peut-être que là, ça s'améliore. Surtout chez un enfant. C'est prouvé que chez un mineur, un enfant, ils vont récupérer beaucoup mieux physiquement. Parce que la mémoire, les apprentissages, tout ça, c'est très long. Angélique, sa mémoire de travail, ça a pris 7 ans avant que ça revienne. Fait qu'elle a été scolarisée après. Elle allait à l'école, elle apprenait des choses. Quand elle faisait dodo la nuit, tout partait. Le lendemain, c'était à recommencer. Fait que ça a pris 7 ans avant que l'enregistreuse recommence à fonctionner et après qu'elle soit capable d'aller chercher cette information-là pour la traiter. Fait que sa scolarité, elle l'a fini, elle l'a complétée après l'âge de 18 ans, quand elle a eu terminé l'école avec une orthopédagogue au privé, là, à domicile. Elle était capable d'aller jusqu'en secondaire 3. Ces limitations cognitives font que les maths, quand on parle de fraction, tout ça, c'est trop complexe. Elle ne dira pas 3/4. La fraction, on va dire 3/4. 4. C'est ça. 1, 2. Puis la lecture, elle sait très bien lire. Mais dès que c'est le moindrement 5-6 phrases, elle est capable de lire, mais elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Fait qu'il faut lui expliquer. Et là, après, elle est capable de comprendre, de prendre des décisions, des trucs comme ça. Fait qu'elle va avoir besoin d'encadrement pour le reste de sa vie. Mais elle est quand même très autonome. Là. Puis, quand elle écrit, qu'on n'est pas devant elle, parce que c'est elle qui m'a ouvert mon compte Facebook puis qui m'a appris comment que ça fonctionnait. Là. Oui, elle est très, très là. Et quand on communique avec elle par écrit, qu'on la voit pas, qu'on l'entend pas, elle est comme toi puis moi, là. Il n'y a aucune faute dans ce qu'elle écrit. Ses phrases sont toutes bien faites. C'est ça. C'est vraiment des petits spots
qui sont morts, qui là. fait qu'il y a des séquelles. Mais tu sais, je veux dire, c'est bien overall, dans le sens que ce qu'il m'a dit au début, le truc très, 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 très pessimiste, là, elle peut s'exprimer, tu sais, je veux dire, déjà s'exprimer, je pense, c'est une grosse partie. Qu'il soit capable de communiquer. Ouais, c'est ça. Et je te dirais, les handicaps physiques, moteurs, le plus important, c'est de garder les membres supérieurs, ses mains, ses bras. Oui, c'est ça. Les jambes, c'est important pour marcher, pour courir, tout ça. Mais quand tu y penses, dans la vie de tous les jours, c'est nos mains qu'on utilise le plus. Se nourrir, se laver, s'habiller, faire son ménage, ouvrir son courrier, écrire à l'ordinateur. C'est nos mains qu'on a le plus besoin. On ne peut pas être en chaise roulante, mais c'est ça. Avoir le choix, je comprends. C'est ça. Et souvent... presque tout le temps, comme les gens qui font un AVC, les traumatisés crâniens ont toujours un côté du cerveau, soit le cerveau droit ou le cerveau gauche, qui est plus atteint. Okay. Puis on sait que c'est croisé. Ouais. Fait que ma main gauche est contrôlée par mon cerveau droit et le contraire. Okay. Fait que tout dépend où ils ont le choc. Ils ont toujours une faiblesse d'un côté ou l'autre de leur corps. Fait que souvent, ils ont de la misère avec leur dextérité fine ou carrément qu'ils ont besoin d'aide. Ouais. C'est ça, c'est commun à tous, là. Ouais. Et donc, c'est ça. Bien, là, puis votre garçon aussi, un accident? Oui. Oui. Mais entre les deux, Angélique, c'est arrivé en octobre 2000. Ouais. En juillet 2004, leur père a fait un méga AVC. Ça, j'en parle pas souvent, mais oui. J'ai eu trop à m'occuper à un moment donné. Un méga AVC dans son cerveau droit. Et en fait, il y a 25 % de son cerveau droit qui a été atteint, qui est complètement mort. Parce qu'un AVC, comparativement à un traumatisme crânien, c'est pas juste étiré. Là. C'est comme si tu prenais la couette de fil puis que tu la coupais. Là. C'est comme ça une partie en fait, qui se rend pas. Exact. C'est coupé, ça revient pas un AVC. Fait qu'il est resté au niveau cognitif comme un déficient intellectuel moyen. Il a perdu complètement l'usage de son bras gauche. Je disais tantôt, ça prend nos deux mains. Ouais. C'est extrêmement difficile. Puis c'est ça, c'était... Daniel, il a développé le trouble de personnalité organique qu'on appelle. OK, j'ai jamais entendu ça. C'est que lui aurait appris à fonctionner avec ce qu'il n'y avait pas dans son cerveau. Okay. Fait que il n'était pas comme tout le monde. Vraiment pas comme tout le monde. Et c'était la partie qui contrôle l'affect, la personnalité, l'humeur. Ça a été très difficile. Ouais. Il est décédé aujourd'hui. Okay. Oui, mais c'était... j'ai appris encore de ça. Beaucoup. Ouais. Ah oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Entre autres, les régimes de protection. Ah, OK, oui. Les mandats d'inaptitude. Oui, Les testaments. Oui. Qui ne peuvent pas tester, mais qui sont vulnérables, il faut les surveiller. J'ai appris énormément au travers. C'est pour ça que j'étais capable de fonder Vent d'espoir. Oui, c'est ça. OK. Oui. Et puis là, votre garçon, un accident? Benjamin, lui, c'est arrivé en mars 2007. Okay. Tout comme sa sœur, en descendant de l'autobus. Ah, ouais. Il s'est fait frapper par une auto. La seule différence, c'est qu'Angélique, l'auto venait d'en avant l'autobus, Benjamin, elle venait d'en arrière. Okay. C'est arrivé à l'Apocatière. Il était parti pour le week-end parce que Benjamin, à ce moment-là, avait 18 ans. Il étudiait pour prendre la relève de la ferme avec son frère à l'ITA Saint-Hyacinthe. Okay. Et il était parti à un défi intercollégial à l'autre ITA, à l'Apocatière. Okay. Puis tout... Les programmes agricoles du Québec étaient là. Il était je ne sais pas combien cette fin de semaine-là pour toutes sortes d'épreuves et pour socialiser et tout. Et c'est le samedi soir, là, après les épreuves du samedi, en revenant à l'hôtel à 6 heures exactement, en descendant de l'autobus, s'est fait frapper. Benjamin, comparativement à sa sœur, c'était extrêmement sévère. Là. Benjamin, il était 6 mois dans le coma. Oh. Il n'est pas décédé aujourd'hui parce qu'à l'Apocatière, je suis allée voir c'était où, parce que c'est quand même loin d'ici. J'ai été capable de me libérer 3 ans après, puis je suis allée voir où c'était arrivé devant mon Dieu, le cégep ou... Non, c'est devant l'hôtel, okay. Le Martinet, quelque chose de même. Ouais, okay. À 10 minutes de là, c'est leur CLSC. C'est comme un méga CLSC qu'ils ont là-bas, ça a l'air d'un hôpital. Et ils ont appelé l'ambulance, la police a appelé l'ambulance et rapidement sont arrivés et ils l'ont intubé. Okay. Parce que sinon, il ne serait plus là. Il n'était plus capable de respirer par lui-même.
Et c'est sûr que quand tu reçois l'appel, là, oh my God. Ouais, Mon stress post-traumatique est reparti. Ben, j'imagine, c'est ça. Puis, c'est parce que je me suis remis à courir. J'étais chez ma soeur dans la maison et mon cerveau est embarqué sur le même minding que quand Angélique, la voisine, m'a crié après. Je me suis mis à courir pour aller l'aider, mais j'étais à Saint-Rémy, il était à la Pocatière. Ouais. Tu sais? C'est une bonne course. Moi, ça allait pas bien dans la maison. Là, non, c'est clair. C'est sûr, c'est ça. Il est loin, puis ça, on peut se sentir tellement comme inutile. Des chocs. Ah, Seigneur, c'est ton enfant, puis moi, j'en ai 4, puis peu importe l'âge qu'ils ont, c'est toujours nos bébés. Là. L'instinct maternel, j'ai ça très fort, très développé. On l'a su à 6 heures, puis je pense que finalement, on est venu à bout de se rencontrer, peut-être qu'il était 10h30 à l'Enfant Jésus à Québec. Okay. Eux le ramenaient pour un transfert, puis nous, je me faisais conduire à l'hôpital. Et en arrivant, c'est sûr que là, il attendait pour l'opérer. La neurochirurgienne voulait me rencontrer. Et c'est moi qui ai posé les questions. Ouais. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il est dans le coma? Oui. Parfait. Son Glasgow, t'as combien? Elle me dit 3. OK. Est-ce que c'est léger? Modéré, sévère? Elle dit, mais madame, êtes-vous médecin? Non, c'est mon 2e. Elle fait, oh! Ouais, c'est ça. Fait qu'elle dit, il y a un hématome sous-dural à gauche. Il faut l'opérer rapidement. On vous attendait pour... Je dis, oui, go, allez-y. Fait que... Et Benjamin, grâce à sa sœur et à son père, quand on a voulu me poser un diagnostic, j'ai refusé. Okay. Encore aujourd'hui, je n'ai pas eu de pronostic sur l'état de Benjamin après 16 ans. Okay. Je me souviens, il l'avait transféré après un mois à Sacré-Cœur à Montréal. La psychiatre courait après moi dans le passage pour me parler d'un diagnostic. Je disais, je refuse, je ne veux pas. Madame, c'est pas normal votre comportement. Oui, c'est normal. Le petit peu de santé mentale qui me reste, je veux le garder, j'en ai besoin. Oui, c'est ça. C'est ça, la manée, il faut se protéger aussi. Oui, parce que je me disais, tu sais, pour l'avoir vécu avec Angélique, puis tu sais, ça faisait déjà 7 ans, je voyais tout ce qu'elle avait récupéré, le diagnostic qu'il m'avait posé, puis c'était pas ça pantoute. Benjamin, qui était dans le coma depuis 5 mois, je me dis, my God, ils vont me dire quoi? Tu sais, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Puis à un moment donné, on le sait que les aidants naturels, souvent, s'épuisent énormément parce que là, avec des enfants traumatisés crâniens, votre mari, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc, c'est ça, je comprends l'idée de vouloir préserver c'est qu'il n'y avait plus de place. Non, c'est ça. C'était saturé. C'était saturé. Puis, c'est ça, le petit peu de tu sais, je me disais, là, je me suis mis debout, je faisais des thérapies régulièrement parce qu'il fallait aussi, comme je disais tantôt, que je m'occupe de ma santé mentale à cause que j'ai été témoin de l'accident d'Angélique. Et puis, je vais très bien aujourd'hui. Là. J'ai passé 2 évaluations psychiatriques complètes. Okay. Et je ne me gêne pas de le dire aujourd'hui. Les 2 psychiatres, c'est 2 psychiatres différents. Un après 2 ans de l'accident d'Angélique, puis l'autre après 3 ans et demi. Et les 2 m'ont dit qu'il n'y avait pas une maman sur la Terre qui était équipée pour vivre ce que j'avais vécu, puis que j'étais chanceuse de ne pas avoir traversé la ligne. Hein? Ouais. Ça ne se pouvait pas de pas avoir eu de séquelles, ou de changement d'attitude ou quoi que ce soit. Là, c'est traumatisant au bout. Là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. En fait, mais c'est d'apprendre à garder le contrôle de soi. Oui, parce que ce truc-là, le syndrome post-traumatique, ou peu importe, il est là. Mais c'est de savoir comment... Ça l'amène de la colère. Oui, beaucoup de colère. J'imagine. Quand j'ai essayé... Parce que moi, je suis pas du tout pilule, là, puis j'ai pas le choix. J'en ai pris beaucoup, là, j'en prends presque plus, là. Mais c'est pour contrôler tes émotions. Ouais. Quand j'arrêtais de les prendre, je ne faisais que pleurer. Pleurer. T'es pas bien, là, non, parce que j'avais tellement de peine, puis tellement de colère. colère. Pourquoi nous? Ouais. Pourquoi eux? Tu sais, j'ai 4 enfants, les 4 étaient bourrés de talent, avaient un bel avenir, aucune maladie, tu sais, je te l'ai dit, pas un petit doigt cassé, là. Tu sais, tout allait bien. J'avais toujours fait attention à ma santé pendant les grossesses. Ils me posent même la question quand ils font les analyses neuropsy. Ça a été comment la grossesse? Ça a été comment l'accouchement? Tu sais? Aucun problème, là, tout était correct. Et tu te dis, hey, pourquoi? Puis, tu sais, quand je dis ça aux gens encore aujourd'hui, ben non, ça se peut pas 2. 2. Tu sais, même moi,
À un moment donné, j'ai arrêté de me demander pourquoi, parce que c'est ça qui nous rend pas bien. Ça donne rien. Parce qu'il n'y aura pas de réponse. Il n'y en a pas de réponse. C'est ça. Et à un moment donné, tu te dis, OK, c'est arrivé, j'ai appris vraiment beaucoup, mais beaucoup de choses. Je fais quoi avec tout ça, là? Je fais quoi? Ouais. Puis, tu es confronté, c'est ça, avec Benjamin, il avait 18 ans. Ouais. Tu as droit à 2 ans de réadaptation. Tu es un accidenté de la route. Tu as droit à 2 ans de réadaptation à partir de la date de ton accident. Il était 6 mois dans le coma. Il a perdu Il a perdu 6 mois. Il a perdu le corps. Après ça, ils ont toute une période d'amnésie post-traumatique. Angélique, ça a duré 2 mois. Benjamin, ça a duré 1 an. On est rendu à 1 an et demi après l'accident, avant qu'il réalise son état, avant qu'il réalise qu'il est cloué dans un fauteuil roulant ou dans son lit, puis que là, il faut qu'il travaille pour récupérer. Il reste 6 mois, là. Fait qu'on n'a pas vraiment profité de... Mais j'avais l'expérience avec Angélique puis avec son père. Fait que Benjamin, encore aujourd'hui, après 16 ans, on fait encore de la réadaptation. Il fait encore de la physio à toutes les semaines. Il fait son ergocycle pédalier à tous les jours. Il est en fauteuil roulant, mais il pédale avec ses bras puis ses jambes 5 km à tous les jours, Benjamin. Il garde sa force, on le lève debout pour les transferts. On travaille à ce qu'il soit capable de s'alimenter seul parce que Benjamin, il était gaucher. Son côté gauche est paralysé. Il reste presque plus de capacité à gauche. Et à droite, il est ataxique. Il tremble beaucoup. Je disais tantôt, c'est important, nos mains. C'est ça. Fait que Benjamin, il a toute sa tête parce qu'il était rendu à 18 ans puis il avait acquis énormément de choses. Il n'avait pas fait sa 6e année au primaire. Là. C'était le bolé de la classe. Fait qu'il y avait beaucoup d'acquis au niveau cognitif. Ça, c'est très bien revenu, mais c'est le physique. Contrairement à un enfant comme Angélique, puis c'est ce que les études disent. Un enfant va très bien récupérer physiquement. C'est le cognitif que c'est difficile. Tandis qu'un adulte, c'est le contraire. Le cognitif, il est là. C'est encodé. C'est le physique que c'est difficile. C'est ça. Et, c'est ça. Là, ça amène un peu l'idée que, justement, tu sais, à 18 ans, souvent, là, on parle d'handicapés et tout ça, mais de toutes sortes, tous les services, ça tombe à 18 ans. J'imagine que ça doit être dans la tête de tous les parents, tu sais, l'espèce de qu'est-ce qui se passe après 18 ans, puis qu'est-ce qui se passe quand moi, je ne serai plus là, tu sais. C'est sûr que c'est... ça, là, c'est venu dans ma tête la première nuit que j'attendais Angélique, j'attendais de voir Angélique. Mais qu'est-ce qui va arriver si elle ne revient pas? Qui va s'en occuper quand je ne serai plus là? À partir du 26 octobre 2000, c'était présent dans ma tête. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puis après 10 jours, il essayait de l'extuber, mais il n'était pas capable de respirer par elle-même. Il était sur le CPAP, qui appelle le respirateur artificiel. Et c'était ça, les visages de plâtre que je te disais tantôt. Parce qu'elle, c'était beaucoup son tronc cérébral. C'est ce qui contrôle la respiration, la température. C'est le thermomètre du corps. C'est ce qui fait tout fonctionner. Et elle, les atteintes étaient beaucoup là. Alors, eux, ils étaient inquiets quand on va enlever le respirateur. Est-ce qu'elle va être capable de respirer? Et c'était ça, là. Pour ceux qui étaient... Ils ont essayé après 3 semaines. Ils nous avaient même rencontrés, moi puis son père, pour nous dire si on voit qu'elle n'est pas capable. C'est une mort cérébrale à ce moment-là. Oui, c'est ça. OK. On fait quoi? Mais là, je dis, on fait quoi? C'est pas capable de respirer. Il n'y a pas beaucoup de choix. Oui, c'est ça. On fait quoi? Puis là, j'étais pas bien là, à cause de mon propre choc. J'étais allée voir mon médecin de famille le lendemain, qui était lui-même traumatisé crânien, puis qui était devenu médecin, pour dire... Écoute, faut que je choisisse, mais j'ai quoi comme choix? Puis là, il me dit, toi, là, t'es sa maman. Quand tu lui parles, est-ce qu'elle réagit? Et je lui dis, à ce moment-là, on dirait qu'elle est prise dans son corps. Il y a juste ses yeux qui bougent sous les paupières. Quand son père se penchait pour l'embrasser, son nez frémissait parce qu'elle reconnaissait son parfum. Tu sais, elle était prise dans son corps, comme le syndrome de Locken. Oui, c'est ça. Alors, je dis ça au médecin. Oui, on le sent qu'elle est là, mais elle n'est pas capable de communiquer avec nous. Bien, il dit, à ce moment-là, c'est pas compliqué. Il y a quoi qui presse, là? Des fois, il garde 1 an dans le coma. Ça fait juste 3 semaines. Il extube, ça fonctionne pas. Il en mettra un tube, puis il attendra un autre 3 semaines. Pfiou! Oui, c'est ça. Finalement, quand ils l'ont extubé la première fois, elle n'a pas été capable de respirer. Elle s'est réveillée, mais c'est parce qu'elle faisait une méga laryngite. Sa gorge était bouchée. Fait que, là, tout le monde,
Tout le monde a récupéré le sourire aux soins intensifs. Moi, je pleurais. Ah. Je comprenais pas. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, je me dis, il me ménageait parce qu'il savait que j'étais moi-même, en choc. Oui, là. exact, c'est ça. Fait que c'est ça. On était rendu où? Ben non, mais c'est correct. On a reculé. C'est correct. Non, mais en fait, je voulais tranquillement m'en aller à Vent d'espoir. En fait, l'idée de... Tu sais, je disais que... Bon, Oui, après on 18 s'inquiète. ans, Oui. on s'inquiète après 18 ans, Oui. mais j'imagine que c'est là que germe l'idée de... qu'est-ce qu'il y a... Parce qu'il n'y a pas... En fait, on a, au Québec, on est vraiment, vraiment bien desservi. Quand il arrive des cas d'urgence comme ça, avec des gros traumatismes, là, écoute, la machine se met en marche. Les soins intensifs, les soins intermédiaires, la réadaptation intensive, la réadaptation à l'externe. On a un service là, incroyable. Ouais. C'est une fois que ça, c'est fini. Ouais, il n'y a pas de filet de sécurité. Exact. Passé 18 ans, tu as 25 ans, tu as 2 ans de réadaptation. Après, surtout en région, on est en Montérégie-Ouest et dans d'autres régions, c'est pas mal comme ça. Et c'est une clientèle, on m'a dit dans la dernière année que notre clientèle, elle n'était pas sexy. Ouais. Alors, c'est pas une clientèle que ben du monde veulent s'occuper, parce qu'ils ont des besoins particuliers, c'est compliqué. La plupart sont en chaise roulante, ils ont des troubles de comportement un peu, Ouais. c'est trop compliqué, là, on aime mieux s'occuper des itinérants ou entre autres pour le logement, des trucs comme ça. Fait que c'est le triangle des Bermudes. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça. Il n'y a rien. Puis, comme je dis, pour avoir passé 3 fois en des grandes périodes en réadaptation, avoir fait pratiquement tous les centres de réadaptation accessibles à Montérégie-Ouest, à Montréal et tout, tu ressors avec des beaux plans là, en ergothérapie, en physiothérapie. On a fait des plans d'intervention. Voici, il faut qu'il pratique ça, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça. OK, parfait, mais je fais ça où, moi? Ouais. Je peux pas me bâtir un gymnase puis un bassin thérapeutique. Puis, il n'y en a même pas de professionnels dans notre coin pour venir les aider. Là. Puis moi, là, ça fait longtemps que je le dis, j'aimerais bien être juste leur mère. Là. Ouais. Pas la C'est ça. physiothérapeute, l'ergothérapeute, la nutritionniste, le psychologue puis le psychoéducateur. Je voudrais bien être juste leur mère. Tu sais. Ouais. Fait après avoir passé pratiquement 10 ans, Angélique a eu son accident. Après, c'était Benjamin. J'y pensais déjà pour Angélique, comment qu'on va faire pour plus tard, quand on sera plus là. Et là, après, c'est arrivé l'accident de Benjamin, que là, écoute, il est grand, Benjamin, là, aujourd'hui. Ouais. Il mesure 6 pieds 3, il pèse 225 livres. Ouais, OK. C'est quelque chose, les C'est quelque transferts. chose. Puis, tu sais, je vieillis, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Fait ça. que là, On s'entend que c'est pas OK, la même chose. ça prend de l'aide, là, mais là, on fait comment? Puis, tu sais, après 2 ans et demi à la maison, là, elle a pu avoir d'aide. Puis, étant donné que c'est 2 clients SAC, comme on dit, parce que c'est des accidentés de la route, Ouais. tu n'as pas le droit à l'aide du CLSC, au soutien à domicile, des trucs Ah comme oui. ça. J'ai jamais eu d'aide Ah ouais. du réseau public à la maison. Là, tu n'as pas le droit parce qu'il y a un agent payeur. On te donne un montant d'argent, puis tu te débrouilles avec ça. Mais donne-moi 5 millions, puis envoie-moi au triangle des Bermudes. Ça change rien, c'est ça. On va faire quoi? Ouais, on le met où l'argent? Je dis 5 millions. Non, mais... Je dis un chiffre comme ça, Non, là, c'est mais ça, peu mais- importe. Tu sais, t'en parles à toutes les familles. Oui, mais on les prend où, les services? Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Alors, après avoir cherché, puis ce qui a beaucoup déclenché, là, que je me suis dit, là, faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est ça. Après 2 ans et demi à la maison, Benjamin, j'étais plus capable. Fait que j'ai commencé à y chercher une place pour vivre. Il n'y en a pas. C'est le CHSLD. Ben voyons donc. Il y a 21 ans. Il ne peut pas s'en aller dans un CHSLD. Ça se peut pas. Mais il n'y a pas d'autre chose. Et encore aujourd'hui, c'est encore Ouais, ça, c'est là. ça. Il n'y a rien qui a changé depuis 16 ans, là. OK, c'est le CHSLD. Je vais les visiter. On va prendre au moins celui qui a la chambre est le plus grande, que je puisse mettre son meuble, son ordi, des trucs comme ça. Mais il a quand même été en CHSLD. Et encore aujourd'hui, là, c'est la décision là, que je regrette le plus de ma vie. Ah ouais, C'était la plus difficile à prendre et la plus difficile à vivre, là. Ah oui. Mais t'as pas le choix. Mais Il n'y a c'est ça. pas d'autre chose. Puis là, je me disais, si je le garde à la maison, je serais probablement plus ici aujourd'hui. Là. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup trop demandant. Exact. Beaucoup trop de... Tu sais, encore aujourd'hui, c'est 55 heures de soins directs par semaine. Là, je l'ai ramené à la maison depuis la pandémie. Ça fait 3 ans et demi qu'il est revenu à la maison. OK. On s'est habitué, on a pris notre rythme, tout ça. Mais avant... Ouais.
Puis il y avait beaucoup des crises de colère au début. C'était ça qui est très, très difficile à gérer. Ouais. Ça prenait souvent justement de médication et tout. Donc, il est allé au CHSLD en mai 2010. Et dans l'année 2013, là, je les ai comptés. Il a fait 24 tentatives de suicide. Ah oui. Avec la cloche, il essayait d'aller chercher les couteaux dans la cuisine. Ah ouais. Puis, tu sais, on a eu comme 68 rendez-vous médicaux, là. J'étais tout le temps allée le chercher, aller au rendez-vous, aller ici, aller là. Je me disais, je pourrais pas faire ça pendant des années. Pour garder son moral, je le ramenais à la maison de fin de semaine sur 2. J'étais quand même bien équipée dans ce temps-là à la maison. J'allais le chercher le vendredi après-midi. Je le retournais le dimanche soir ou le lundi matin pour qu'on garde, tu sais, un lien avec la famille, puis essayer de garder son moral. Puis... au début 2014, ça faisait comme 2 ans qu'il y avait une physiothérapeute en privé, Amélie Racine, qui est spécialisée en physio neurologique. Et ça faisait longtemps que je lui parlais, Amélie. Il faudrait faire quelque chose. Elle a travaillé aussi dans le réseau. Elle savait qu'il n'y avait rien pour eux, là, pour lui, pour tous ces jeunes-là. Ouais. Fait qu'au début de 2014, le 8 janvier, je dis à Amélie, là, tu m'aides-tu, là? Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable d'arriver ici. Sa barbe n'est pas faite. Ses dents sont pas brossées. Il n'est pas lavé comme il faut. Tu sais, c'est une douche par semaine. Sale, pas sale. Ah, puis là, sa salle de bain est brisée ou que la fille n'est pas là pour son chiffre. Bien, ça va aller la semaine prochaine. Tu sais, c'est comme... ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne traites pas un humain comme ça. Tu sais, je fais souvent le parallèle. Les gens, des fois, me regardent, mais c'est parce que moi, j'ai une ferme laitière, là. Puis quand j'ai un animal de malade, là, j'appelle le vétérinaire. Ça prend 15 minutes, il est chez nous. Jour, nuit, Noël, jour de l'an. C'est une vache. Oui, c'est ça. Mais les humains, bon, c'est pas sexy, ta clientèle. Tu sais? Oui, ça frappe. Lumière rouge. Oui, c'est ça, exact. On vit au Québec. Oui, non, c'est ça, c'est fou. Donc, c'est avec l'aide d'Amélie que... Amélie, c'était ma bougie d'allumage. OK. Et là, déjà en janvier 2014, on a dit, faut faire du logement pour eux, faut inclure des services. C'est bien beau d'avoir des idées, mais là, on fait ça comment? Oui, c'est ça. On a commencé à fouiller sur Google jour et nuit. Mon téléphone intelligent, là, écoute, j'en ai passé plusieurs depuis, mais ça a été d'un secours. Google, c'est mon ami. Donc, c'est ça. On a décidé de faire un organisme à but non lucratif. Ça a été fait, ça a fait 9 ans, là, le 28 octobre, samedi. Puis, on a commencé à faire de la recherche. On est allé visiter d'autres maisons. C'était dans le temps, je pense qu'il y avait 2-3 maisons Martin Matt d'ouvertes. On est allé les visiter. Déjà commencé, je ne me rappelais pas quand... La première a ouverte, si ma mémoire est bonne, c'était en 2007 ou 2008. OK, quand même. OK. Je à pensais Laval. Pas que ça faisait si longtemps. Là, à Laval, oui. Okay. Oui. Nous, ça va être la 9e. OK, oui, c'est ça. Oui. Mais les autres maisons Martin Matt, ou il y a un projet, entre autres, à Saint-Jean. Les personnes handicapées physiques sont cachées au 4e étage. Et quand ils ont fait le projet, ils ont dû dire que c'était pour des gens autonomes parce que sinon, ils n'auraient pas pu. Ah ouais. Ils n'auraient pas pu les héberger là. Écoute, c'est terrible, là. Okay. C'est vraiment terrible quand tu y penses. Et c'est ça. Moi, pour connaître les besoins d'Angélique puis de Benjamin, nous, on a besoin de bouger, mais eux, c'est encore pire. Tout le temps, il faut qu'il y ait des programmes d'exercice, d'étirement. Fait que ça prend des espaces pour ça. Okay. Ça prend des espaces adaptés, accessibles. Des marches, nous, on connaît. Faut pas. Non. Les portes, faut qu'il y ait au moins 42 pouces de large pour faire passer le fauteuil roulant. La salle de bain, ça prend une douche sans seuil. Tu sais, je peux t'en nommer, là, indéfiniment. Ouais, j'imagine que... Tu peux pas vivre dans un logement comme pour monsieur, madame, tout le monde. Exact. Ça ne convient pas. Et juste du logement social avec, tu sais, 28 logements, un petit couloir, une petite salle commune. Bien, dans 3 ans, si on en met 28 là-dedans, là, ça va prendre 28 places en CHSLD. Ouais. Ça ne marche pas. Ils ont besoin de plus. Okay. Fait qu'on a conçu le projet de Vent d'espoir. C'est 32 logements. Okay. Entièrement accessibles et adaptés, accessibles selon des normes, des pratiques exemplaires. Okay. Plus que tout ce qui se fait. Le seul comparable présentement au Québec, c'est le CHUM à Montréal. Okay. C'est la même firme d'architectes qui a validé nos plans à la toute fin. Okay. Et c'est eux qui ont validé les plans du CHUM. Okay. Et je leur ai demandé, parce que Benjamin a passé 5 jours au CHUM en 2019 pour une opération,
Et j'ai trouvé cet hôpital-là. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, pourquoi qu'elle est comme ça? Mais pas les autres, tu sais. Wow, chapeau! Et là, j'ai demandé à la firme d'architectes, vous avez fait quoi? Quand on est allé chercher les gens d'Altergo à Montréal. Okay. C'est un organisme pour les personnes handicapées en fauteuil. Ils ont fait valider les plans et tous les espaces par les familles. Ouais, je savais qu'il y avait anguille sous roche. Exact. Mais c'est sûr qu'il y a aussi à Montréal, il y a certains hôpitaux qui sont très, très vieux, qui sont raboutés, là, puis ont rallongé. Puis fait que c'est sûr que, bon, ça n'a peut-être pas réfléchi autant à l'époque, là, mais avec le chemin aussi. Là, puis il y a présentement, le code du bâtiment, il y a 3 niveaux pour l'accessibilité. Okay. L'accessibilité de base, moyenne, exemplaire. De base, souvent, on fait des activités, nous, avec le centre de jour. Et je dis à mes employés, quand vous appelez, vous voulez aller à un nouvel endroit, là. Vous appelez, vous demandez est-ce que c'est accessible, ils vont vous dire oui. Mais souvent, pour les gens, une toilette accessible, il y a une barre d'appui à côté de la toilette. Pour eux, c'est accessible. Oui, c'est ça. Mais la chaise roulante ne rentre pas dans la porte. Il n'y a pas de place, tu comprends? Oui, je comprends. Tu te déplaces puis tu vas voir. Oui, c'est ça. Sûr, il y a encore, pour avoir parlé, puis avoir été visiter des projets aussi en France, pour avoir parlé à des gens des pays nordiques, la Finlande, le Danemark et tout. Ici, le code du bâtiment, on est comme 35-40 ans en arrière sur ces pays-là. OK. Il y a vraiment, et quand on a travaillé sur les plans, tout ça avec l'architecte, il y avait beaucoup de résistance. Il y a eu plusieurs prises de bec. Ah ouais, ne peut pas faire ça comme ça va vous coûter trop cher. C'est ça que ça prend. C'est ça. Ça sert à quoi de construire des logements tout petits, des portes toutes étroites avec des couloirs tout étroits? Si on peut pas... Ça va toujours être tout abîmé. Ils vont s'arracher les doigts. Les employés ne seront pas capables de les aider parce qu'il n'y aura pas d'espace assez autour du fauteuil roulant. Tu sais, il y a de l'éducation à faire, là. C'est parce que ça sert à quoi? on va sauver un peu d'argent, le construire, puis ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Puis tout va toujours être abîmé. Ce moins cher-là, c'est jeter l'argent. Bien, c'est gaspillé. Oui, c'est ça, c'est gaspiller l'argent. Puis... Fais un grand bâtiment entièrement accessible, adapté. Tu n'y retoucheras pas pour 40 ans, là. Oui. Puis ils vont avoir de l'agrément dedans, puis ils vont regagner de l'autonomie. Ça va être agréable pour le personnel aussi. Oui, c'est ça. S'ils sont capables moyennement de tu es capable, faut que tu sois capable de tourner autour de la chaise. Ouais. Si la personne a besoin d'aide pour faire mettre son manteau, je pense à Benjamin qui mesure 6 pieds 3, que les bras, ça finit plus d'allonger. Mais il faut que tu sois capable d'aller rentrer à la manche, il faut que tu sois capable de faire le tour. Si tu as un petit espace de 4 pieds chaque barre du lit, ça ne fonctionnera pas. Le fauteuil, il en prend 32, 34 pouces de large. On se met où, nous? C'est ça. Quand, bon, c'est ça, vous dites, c'est à partir de 2014, là, plus sérieusement, ce projet-là, on est rendu en 2023, bientôt 2024. Oui. Est-ce que vous le saviez à ce moment-là que ça allait pour être long? Est-ce que vous saviez dans quoi vous embarquez ou c'était on y va parce que il faut que quelqu'un fasse quelque chose, j'imagine? Puis comme j'ai dit tantôt, j'ai demandé au réseau de la santé, aux organismes qui travaillent un peu auprès de cette clientèle-là, aux médecins. T'es tout à... OK, là, c'est parce que ça fait 10 ans que je demande de l'aide, là, puis il se passe rien. Ouais. On va le faire, nous. Oui, c'est ça. Hein? Si moi, j'avais beaucoup de colère à canaliser, ça a été bénéfique pour moi, ça. J'ai tout mis là-dedans. C'est peut-être la seule façon, tu sais, quand on réussit à le canaliser dans quelque chose de positif, là, c'est ça, je disais tantôt. Je fais quoi avec tout ça? Mais j'ai fait quelque chose. Ça devient... Et je disais au début, le projet, là, il va être aussi gros que la souffrance qu'on a vécue dans la famille. Okay. Vous allez voir, ça va être quelque chose. Mais là, on s'y prend comment, dans le fond? Parce que ça prend un terrain, ça prend, tu sais, comme passer à travers un peu. C'était la première chose. Moi, je suis native de Saint-Rémy et je savais qu'il y avait des terrains pour le communautaire. En fait, c'est les terres de l'ancienne école d'agriculture. Mon père, dans le temps, avait étudié là. Et quand les clercs de Saint-Viateur ont quitté, ils ont remis tous ces terres-là à la commission scolaire. C'est la commission scolaire qui approuve, c'est la ville qui gère à quel projet accepter. Et la condition, c'est que ça doit servir aux communautaires.
OK. Donc, quand vous venez à Saint-Rémy, moi, je l'appelle le quartier communautaire. Okay. C'est l'école secondaire, l'école primaire, le centre communautaire, la bibliothèque municipale. Okay. On a notre CLSC qui est là, l'organisme Sourire sans fin. Ouais, okay, ouais, et nous, on va être juste... dans okay. le champ, au bout de la rue. OK. Ben, j'ai déjà été faire un topo chez Sourire sans fin, fait que je le vois à peu près. Là, oui, c'est ça. On va être juste en face des 2 Rémoises. Okay. Il y a 2 blocs de logements sociaux. Là. On va être juste en face. Okay. Alors, c'était la première chose, parce que moi, je suis un entrepreneur. J'étais habituée de faire des projets. Et dans ma tête, bon, ben là, on veut construire quelque chose, ça prend un terrain. On va aller à la ville. Fait que déjà, en mars 2015, on avait une entente là, conditionnelle à ce qu'on construise, que la ville nous a cédé un terrain de 200 000 pieds carrés. Okay. Quand même, hein? C'est pas petit. Je leur ai dit, je les ai rencontrés encore samedi, j'ai dit, vous m'avez donné des ailes. Ouais, c'est ça. Et dans ma tête, pour être habituée de faire des projets d'acquisition puis de rentabiliser des projets de toutes sortes, 3 ans, pour moi, c'est fini, là. Puis c'est maximum ça, là. Je me suis validée auprès d'entrepreneurs encore dernièrement, puis on dit, ben oui, Sylvie, t'avais raison, c'est 3 ans, là. Pas supposé de prendre plus que 3 ans. Ouais. Là, ça en fait 9. Puis on est à finaliser le montage financier. On prévoit être capable de lever le premier appel de terre au printemps, mais ça fait 3 ans que je dis ça, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais... puis Les gens disent, c'est donc ben long. Ouais. Mais oui, mais c'est parce que c'est 122 travaux d'Astérix. Ouais. Tu sais, Hergé n'a rien inventé. Là. Non, c'est ça. Moi, j'y en rajouterais des complications. Fait que c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'étapes dans ça. Là. Mais, tu sais, quand c'est long, on l'avait mentionné, on s'était parlé un peu dans le cœur d'or avant de commencer, mais justement, elle a dit, bon, ben OK, là, on a le terrain, fait qu'on fait faire des plans, on commence ces trucs, mais... Là, 9 ans, c'est plus tant les mêmes prix maintenant. Là. Avec l'inflation, on entend parler que la construction, le matériau, tout explose. Oui. Fait que c'est tout le temps à refaire. C'est 3 fois plus qu'il y a 9 ans. C'est 3 fois plus cher. Je peux pas dire le prix, là. Oui, c'est ça. Mais c'est 3 fois plus cher que tout. Puis le projet, là, il n'a pas changé d'un iota. C'est toujours les mêmes espaces, la même grandeur, la même qualité de bâtiment sur 2 étages, mais le prix, c'est 3 fois plus cher. Jusqu'à il y a 2 ans, tout était prêt. On avait notre entrepreneur, tous les plans. On est encore prêt, là. Tout est prêt. L'entrepreneur attend un coup de téléphone pour descendre puis lever la première pelletée de terre. Mais quand on a ouvert nos soumissions, à la fin, il restait 2 soumissionnaires. J'ai pleuré 2 heures de temps. Ah ouais. Parce que, écoute, c'était 7 millions de plus que tout ce qu'on travaillait depuis 2 ans. Ah ouais. Ça se trouve pas comme ça, là. Non, c'est ça. Fait qu'on a mis un hold, puis là, l'économie se replace un peu. Le gouvernement a réinjecté de l'argent dans les programmes. Mais encore là, les programmes, c'est tellement normé, notre projet, là. Tu sais, la plupart des projets, le gouvernement fédéral, par la SCHL, quand il met de l'argent pour les logements, il calcule un montant par porte. Maximum temps par porte. Nous, on arrive, on a 32 logements, 25 3,5, 6 4,5, 1 5,5, entièrement accessibles et adaptés. Pas beaucoup, mais au moins 20 % plus grand qu'un logement ordinaire pour toi puis moi qui sommes debout. Donc, ça coûte plus cher cet espace-là et qui ont besoin de plus d'espace commun. On parle de bassin thérapeutique, de salle de gym. Le centre de jour va être intégré là-dedans parce que le bâtiment va aussi servir à la clientèle, la même clientèle de la Montérégie-Ouest qui ne vivra pas nécessairement chez nous, mais qui a besoin de bouger, de s'intégrer et tout. Là. Nous, c'est un projet pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble de cette clientèle-là. Fait que le fonctionnaire, là, ça fait 4 fois que je dépose, qui reçoit le projet au bout 34 portes, parce qu'on a 2 chambres de répit. Ça compte pour 2 espaces pour vivre de plus. Regarde le montant du projet, divisé par 34. Hey, c'est ben trop cher. Fioup! Ah, OK. Alors là, j'ai parlé encore aïe. aux personnes, aux décideurs la semaine passée. Et là, il me demande, mais pourquoi vous ne déposez pas Mme Boyer? Mais c'est parce que là, je vais être certaine que quand je vais faire Enter, là, la personne qui va le recevoir à l'autre bout, il va se donner la peine de regarder c'est pour qui, c'est quoi le projet et la qualité du projet. Oui, c'est ça. Oui, ça coûte plus cher par porte, mais vous allez en avoir pas mal plus qu'un simple logement social. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est pas juste des pleins de 2,5. C'est ça.
C'est ça. Les 3,5, c'est ça. On comprend l'idée, mais ouais, c'est ça. Des fois, c'est compliqué, tu sais, parce que nous, si on est un organisme ici, mais tu sais, ça... C'est peut-être moins intense que d'autres organismes qui sont plus à l'aide aux gens. Là, puis j'en entends beaucoup parler de trucs, mais même nous, c'est comme... ça devient tellement compliqué. Ils font des programmes, puis ils rajoutent des normes. Il faut toujours être en train de faire nos preuves. Oui, c'est ça. Ça va durer combien d'années? Oui, c'est ça qui devient lourd à mener dans le truc. T'sais. Puis à la fin de l'année, on est un organisme, fait qu'il faut remettre comme un audit, Rédition un truc. de compte. Rédition de compte. Regardez, on n'a pas mis d'argent dans notre poche, on n'a pas fait ça. On peut-tu juste faire notre mission, comme chacun de notre bord? Le projet de Vent d'espoir, là, moi, ça fait... Depuis 2 mois, je suis la directrice générale. Okay. Depuis 2 mois, j'ai un petit salaire. Okay. Mais toutes les autres années, là, je faisais 35-40 heures par semaine bénévolement. Le projet de Vent d'espoir s'est développé bénévolement. Ouais. Comme moi, comme le CA, avec le secrétaire du CA qui était excessivement impliqué. Tu sais, on a 26 000 heures de bénévolat de données depuis 9 ans pour développer le projet de Vent d'espoir. Alors, juste ça, là, tu sais, il y en a un à date qui a posé la question, mais les frais de développement de projet sont où dans le montage financier? Il y en a un qui a allumé, qui a dit « Comment ça se fait qu'il n'y a pas de frais de développement de projet? » Mais c'est parce que c'était bénévole. Là, il me dit « Ben non, vous n'avez pas fait ça bénévolement. » Oui. Sinon, il n'y en aurait pas de projet. Mais non, c'est ça. On a essayé de se faire aider. Ça marche pas, c'est ça. Non, c'était trop novateur, trop compliqué. En dehors des cases. C'est ça, trop en dehors des cases. Fait qu'on ne s'embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. Mais là, bon, fait qu'il y a la partie aussi, il faut quand même lever de l'argent. Oui. Ça fonctionne comment de ce côté-là? Bien, on a attendu de se bâtir une crédibilité. Oui. Hein, puis moi, j'ai regardé d'autres fondations, d'autres organismes, comment est-ce qu'ils font parce qu'il faut quand même avoir une mise de fonds minimum. Ouais. Au début, quand j'étudiais les programmes de la SHQ, entre autres Axélogie, ils demandaient 40 de la valeur totale du projet de mise de fonds. Quand même. C'était beaucoup. C'est quand même pas mal. Fait que dans le temps, on avait besoin de 5 millions. Ouais, c'est ça. Fait que on a déjà commencé en 2015-2016 à faire des petites levées de fonds. Là. Au début, là, écoute, moi, j'avais l'impression de défricher une forêt de bois de bout. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, personne ne savait c'est quoi un traumatisme crânien, c'est quoi les impacts, c'est quoi les besoins. J'ai l'impression de parler russe. Fait que on s'est bâti une crédibilité. On a fait beaucoup de représentations politiques, beaucoup d'événements, de levée de fonds, de se déplacer dans les journées du communautaire pour se faire connaître et tout. Et à un moment donné, en 2017-2018, j'ai appelé un organisme qui s'appelle, en fait, ça s'appelle Épisode. C'est des accompagnateurs pour faire une campagne majeure. Et eux, ils ont un peu fait une étude de cas. C'est quoi Vent d'espoir? C'est qui? Ça a-tu un potentiel de lever de l'argent et tout? Fait qu'on a travaillé 1 an avec eux. Puis après, ils nous ont pondu une étude, un rapport. Et suite à ça, on a décidé d'aller en campagne majeure. Mais entre-temps, la pandémie est arrivée. Oui, c'est ça. Ouais. On a tout eu chez Vent d'espoir. Ouais, c'est ça. Un incendie, notre centre de jour a passé au feu. On a fait le lancement de notre campagne majeure en septembre 2020 parce qu'on avait commencé, c'était la pandémie, mais on a dit, écoute, tout est là. On y va pareil parce que ça pressait de construire, il faut l'avoir, notre mise de fonds. On y va quand même. Puis 3 mois après, le centre de jour a passé au feu. Il a fallu relouer un local, répartir notre centre de jour parce qu'il était en opération depuis 2017. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ben on a un terrain qui vaut, une fois que le bâtiment va être dessus, il vaut 3 millions de dollars. Ça fait partie de notre mise de fonds. Puis notre campagne majeure, on est rendu à 3 millions d'euros. Okay. On a quand même 6 millions d'euros de mise de fonds pour notre montage financier, ce qui est excellent. Là. Ouais, vraiment excellent pour un jeune organisme comme nous, là, venu de nulle part. C'est ça. Et c'est ça. Donc, il y a ce travail-là, mais
qui se continue. Peut-être en terminant, là, il nous reste encore un petit peu de temps, mais c'est déjà fini. Ça approche la fin. Mais est-ce que vous avez retrouvé l'espoir? Oui. 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 Puis je t'ai dit tantôt, j'avais beaucoup de colère. J'étais vraiment souffrante parce que c'est pas facile à avoir autant d'épreuves aussi dramatiques, là, puis qui viennent te chercher dans tes entrailles. J'ai canalisé ma colère là-dessus, puis j'ai pu... moi, je suis quelqu'un de toujours positive. Et je pouvais pas croire qu'on avait vécu tout ça, que j'avais appris tout ça, puis qu'il allait rien ressortir de ça. C'est ça que je dis. Ça va être le projet de Vent d'espoir, ça va être ma finale. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à écrire mon histoire. Ah oui? Quand ça va être, le projet va être construit, là, je vais terminer. J'attendais qu'il y ait une belle fin. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, on espère que... Fait que là, on espère que c'est au printemps. Oui. On s'est assis avec le CA. Puis maintenant, moi, je suis la directrice générale. J'ai été presque 10 ans à la présidence. Là, c'est M. Jean-Roy Kruger qui a pris la présidence. Et Kruger qui sont là depuis même avant Vent d'espoir, là, qui nous aident, qui nous ont énormément donné en expertise, en bénévolat d'affaires, heureusement. Parce qu'il y a eu des bouts que c'était vraiment difficile. Ça prend... Comme je t'ai dit tantôt, mon conseiller juridique m'avait traité de folle, puis aujourd'hui, je dis, tu avais raison de se lancer dans un projet avec qui touche autant de ministères, que la plupart travaillent en silo. D'être capable de rassembler tous ces gens-là autour d'un projet commun. Là. La communauté, en fait, les étapes de réaliser un projet comme ça, ben, c'est la conception. L'idée, la conception, le réseautage, le financement, puis la mise en œuvre. On achève le financement. Oui, ça sent bien. Mais c'est ça, c'est combien de ministères que ça touche déjà? Il y a l'habitation, la santé, les services sociaux, les deux, M. Carman, M. Dubé. Puis il y a l'action communiitaire. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça tire un peu partout. C'est pour ça que c'est dur de rassembler tout ça. Et on s'entend qu'il y a le gouvernement, là, il y a de l'ouvrage à la table. Hein? Il y a tout le temps quelque chose à toutes les semaines qui arrive. Ça, c'est sûr. On s'entend. Il n'y a pas juste Vent d'espoir à s'occuper. Non, ça, on s'entend. Mais tu sais, le communautaire fait beaucoup de représentations depuis plusieurs années. Et c'est ça. On est membre, là, Vent d'espoir est membre de la Corporation de développement communautaire des Jardins de Napierville depuis 5-6 ans. Et c'est Philippe Jalon, maintenant, qui est notre directeur général. Écoute, c'est incroyable ce que Philippe fait, puis ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je suis agricultrice de métier. J'ai toujours donné, de 10-12 ans, même avant le projet, du temps comme administrateur à l'UPA. J'ai contribué à fonder le Club Agro ici dans la région à la fin des années 90. J'ai siégé 3-4 ans au syndicat de gestion de Iberville-Missisquoi. J'ai toujours été impliquée. Et les producteurs agricoles, on se tient serré. Hein? Tu fais partie d'une gang. Mais quand j'ai fondé Vent d'espoir, j'ai remis ma démission de toutes ces... J'ai comme perdu mon réseau de soutien. Qui se tiennent tout le temps, tu sais, serré. Et là, je suis arrivée à vouloir créer ce projet-là, puis qu'il y avait de la réticence tout le temps, tu sais. J'ai trouvé ça tough. C'est ça. Vraiment. Aujourd'hui, ça va mieux à cause qu'on est membre, là, puis qu'on fait partie du réseau communautaire. C'est ça. C'est un autre gang qui se tient serré. Oui, vraiment. De plus en plus. C'est important. Oui, exactement. Puis, c'est ça. Juste le gouvernement réalise que c'est ça, le communautaire, c'est plus qu'essentiel, en fait. Parce que dans le meilleur des mondes, le communautaire n'existerait pas, entre guillemets. Non. Mais il y a des besoins dans tout. Mais en fait, le communautaire s'occupe de ce que personne s'occupe. Les trous, c'est ça. C'est ça. On essaie de créer le filet dans les trous qui sont là. Tout à fait. On est arrivé à la fin. Fait que, je veux vraiment vous remercier de votre témoignage. J'ai adoré ça et je vous souhaite bonne chance. Et on va être là au printemps. Ça va, c'est sûr. On va se reparler. Merci. Merci à toi.